Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende va retracer l'histoire de vos meilleurs souvenirs, cinéma, littérature, manga, japanimation et bien sûr, jeux vidéo. À tout de suite. Vous l'avez compris, nous allons parler de Sega et plus particulièrement de sa console phare, la Mega Drive. Et avec moi aujourd'hui, nous avons Vanessa, donc de chez Sega Mag, mais aussi membre de l'association MO5. Bienvenue. Merci, salut. On a Sylvain. Sylvain, je suis très content de te recevoir, comme je suis content de recevoir Vanessa. Mais parce que voilà, on est de la même ville, hein, on est de Rouen, on est normand. Et toi, tu es un grand fan de la Mega Drive et tu possèdes une boutique rétro dans Rouen qui s'appelle Matos & Game. Exactement, oui. Eh bien, bienvenue. Merci. On est très content de t'avoir avec nous. Et puis Ben, on t'a déjà vu avec nous. Hein. Tu es un ancien de l'émission, hein, déjà de la première saison. Tu es donc à la tête du label Pix & Love, hein, qui édite énormément de livres autour du jeu vidéo, mais pas que, hein, autour de la culture du jeu vidéo. De très bons ouvrages que je vous recommande. Voilà. Après ce magnifique plateau, eh bien, je vous propose de vous replonger un petit peu dans ce qu'était la Mega Drive. Ah voilà, quelle puissance, quelle nostalgie. Donc voilà, on va revenir tout d'abord par le début, la genèse de la Genesis. Genesis from Sega. Genesis, the new generation in video games. Oui, parce que nous, on l'a connue sous le nom de Mega Drive, mais elle s'appelle sous d'autres contrées Genesis. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à nos amis qui nous regardent un petit peu le début de la Mega Drive ? Puisqu'elle sort chez nous en 90. Vanessa, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les prémices un petit peu ? Alors, la Mega Drive, c'est la 4e console de Sega, mais la 2e seulement qui sera exportée en Occident, et notamment en Europe, hein, puisque ça avait déjà sorti la SG-1000 en 83 face à la Famicom de Nintendo, celle qu'on connaît sous le nom de NES en France. Bon, évidemment, la Famicom ayant très bien marché, elle a eu des parts de marché vraiment minimes. Mais cela dit, Sega, ils se sont dit qu'ils avaient quand même du potentiel pour faire d'autres consoles. Donc ils ont sorti la Master System, hein, qu'on a eu donc chez nous. En version 1 et 2 d'ailleurs. Version 1 et 2, qui a bien marché en Europe, mais qui n'a pas du tout marché au Japon encore une fois. Et la Mega Drive, c'était un petit peu pour eux l'occasion d'adapter leur hit d'arcade. Ils se sont dit qu'il fallait proposer une console très puissante pour battre Nintendo. C'était vraiment ça, c'était battre Nintendo, c'était leur obsession. Et donc, ils ont conçu cette console pour adapter leur hit d'arcade et pour arriver à supplanter vraiment l'hégémonie de Nintendo au Japon, mais surtout, parce que c'était leur objectif, en Occident. Parce qu'on le rappelle, à la base, Sega, c'est l'arcade. C'est vraiment des créateurs de jeux d'arcade. Oui. C'était à l'époque parmi les plus réputés en arcade. Tu te rappelles ton premier souvenir avec la Mega Drive ? Oui, je me souviens bien. En fait, il y avait un centre commercial à Rouen, en fait, et il y avait un roadshow en fait, de la Mega Drive qui était là. Donc, c'était arrêté, on avait joué comme des sauvages. C'était à l'époque, en 90. Donc. Ouais, c'est ça, ouais, donc, on jouait tout le temps, en fait. Et puis, on pouvait la gagner. Donc, il y avait un tirage au sort et tout, on mettait notre petit nom. Et moi, c'est comme ça que je l'ai eu, en fait, ma Mega Drive. Tu l'as gagné ? Je l'ai gagné. Ah, c'est une belle histoire, quand même. Ah bah oui, c'était sympa. Parce que ça valait quand même ça valait de l'argent, hein. À l'époque. Oui. C'était pas mal. Ouais. Et donc là, la Mega Drive sort en 90 en France, ça sort en 88, c'est ça, au Japon ? C'est ça, le 29 octobre. Ouais. Et ce qui est très important, en fait, c'est qu'elle sort avant la concurrente de chez Nintendo. C'est-à-dire qu'elle sort, on est encore sur la période NES. Elle devance Nintendo, c'est ça. C'est ça, c'est vrai que Sega, avec la Mega Drive, ils ont voulu proposer la première console 16 bits et devancer Nintendo sur la future Super Nintendo. Et en Europe aussi, c'est vrai que quand elle est sortie, c'était
on va dire l'automne 90, si je dis pas de bêtises. La Super Nintendo n'est sortie qu'en avril 92, donc il y avait 1 an et demi d'avance sur la Super Nintendo. Et par rapport à la concurrence, c'est vrai que quand on comparait les jeux NES ou Master System à côté de la Mega Drive, il n'y avait pas photo, quoi. C'était vraiment très impressionnant. Et puis, Sega va tout faire justement pour capitaliser sur sa puissance occidentale, on va dire, là où ils étaient moins forts au Japon, et même dans la communication, quoi. On va voir un petit peu quelque chose qui est très emblématique, surtout aux États-Unis, c'était Genesis does, Nintendo don't. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. What Nintendo? Voilà, c'était assez agressif. Des slogans. Ouais, nous, on n'avait pas le droit à ça en France parce que la pub comparative ou citer d'autres marques dans des pubs, c'est pas ça. Mais vraiment, ces gars, là, est-ce qu'ils se disent que c'est justement le moment ou jamais pour passer devant Nintendo? Ces gars, ils avaient une carte à jouer parce qu'effectivement, il y avait uniquement la NES en phase 2, qui avait 95% des parts de marché, mais qui était beaucoup moins puissante. Et en même temps, Nintendo avait des contrats d'exclusivité avec les éditeurs qui étaient extrêmement rudes. Et ils ne pouvaient pas sortir de jeux sur d'autres consoles moins de 2 ans après l'avoir sorti sur Nintendo. Et donc, Sega a dû trouver d'autres solutions, en fait, pour avoir des jeux en exclusivité sur la machine. Et ils ont joué à fond la carte des licences. Les licences en termes de sport, notamment, on l'a vu, avec Pat Riley Basketball, avec Evander Holyfield pour la boxe, avec Joe Montana pour le foot US. Et avant Madden. Avant Madden, juste avant Madden. D'ailleurs, le restaurant est lié, c'est assez intéressant. Et également Michael Jackson, qui était un grand fan de jeux vidéo et un grand fan de Sega, et qui a contribué à développer le jeu Moonwalker sur Mega Drive. Inspiré du fameux film, du chef-d'œuvre du cinéma qu'est Moonwalker. Je n'irai pas jusque-là, mais par contre, le jeu était quand même très très cool. Le jeu était très très cool. Ouais. Et est-ce que c'était pas la première fois qu'on avait justement, on va s'arrêter 2 minutes sur le jeu, c'était pas la première fois où on avait des musiques, des vraies musiques dans un jeu vidéo? C'est la première fois où c'est vraiment mis en avant, je pense. Parce que là, c'est des musiques d'un artiste réel, quoi. C'est ce que je veux dire. Michael Jackson. Non, c'est la première fois où vraiment la partie musicale est mise en avant. C'est vrai que la Mega Drive aussi, une de ses spécificités, c'était d'avoir une chip sonore FM, c'est-à-dire un son proche des synthétiseurs pour simplifié. Et donc, les musiques de Michael Jackson ont pu être mises en avant avec une fidélité qui est quand même assez proche, même si on du CD, voilà, mais on reconnaît bien. Et c'est vrai que ça a été aussi un des points forts de la Mega Drive. Il ne faut pas oublier que la Mega Drive, il y a même une prise casque. Ça montre vraiment la volonté de mettre en avant son stéréo. Son stéréo. Sur la 1, il y avait ça. Ouais, sur la 2, non, il n'y a plus. Puisqu'il y a eu plusieurs versions, mais on en parlera après. Mais justement, c'est intéressant de venir un petit peu à la technique, puisque la Mega Drive, c'est une 16 bits. La NES était une 8 bits. À l'époque, il y avait une console un petit peu hybride. On parle de la NEC, mais qui était encore trop confidentielle en France pour pouvoir exister, en tout cas, face à la Mega Drive. Et cette puissance technique, elle se retranscrit comment, en fait? On le voit graphiquement. C'est un vrai choc quand ça sort? Ah oui, on voyait bien la différence quand même. On avait graphiquement, c'était vachement coloré, il y avait beaucoup de détails. Quand on voyait par rapport à la NES, c'était flagrant en fait. Il y avait un pas qui était passé. C'est-à-dire que la Mega Drive permettait d'afficher plus d'éléments, c'est-à-dire de personnages à l'écran que la NES. Elle avait plus de couleurs, elle avait une palette de 512, bon aujourd'hui ça paraît ridicule, mais de 512 couleurs parmi lesquelles il pouvait afficher 62 couleurs je crois à l'écran, ce qui paraissait énorme. Et il y avait aussi des scrollings qui donnent l'effet de profondeur, notamment dans le jeu Sonic où on voit très bien tout ça, qui sont implantés dans la console, quoi. Donc il y a vraiment un gap entre les deux. C'est vrai. Puis on a des sprites plus gros, quoi. On a des personnages, mais j'en reviens là-dessus, j'en reviens à l'arcade. En fait, la Mega Drive, est-ce que c'est pas un petit peu ce que la Neo Geo fait après, mais c'est le début de l'arcade à la maison, en fait? Ça a un peu été toujours la volonté, c'est-à-dire que quand l'Atari 2600 est sorti, il voulait être l'arcade à la maison, mais c'était les jeux de l'époque. La Famicom a voulu aussi être de l'arcade à la maison. Mais c'est vrai que Sega a été le premier à mettre une machine 16 bits grand public et avec cette volonté, notamment il y avait Altered Beast, qui a été porté très rapidement sur un Mega Drive et qui était très proche de l'arcade. Et c'est vrai que là, on avait ce qui se faisait dans l'arcade à la fin des années 80, début 90, qui était très très proche. Ouais. Je pense que c'était la première fois qu'on avait une console de jeu qui permettait d'avoir à la maison les mêmes jeux qu'en arcade à l'époque, dans des versions
similaires. Voilà. Oui, il n'y avait pas une Il n'y avait pas un écart technique énorme, alors qu'avant, effectivement, Altered Beast sur le Master System, par exemple, c'était tout petit sprite, il y a 3 couleurs qui se battent à l'écran. On ne pouvait pas y jouer à deux. Enfin, on voit la différence. Sur Mega Drive, c'est la première fois où on ne voit pas trop la différence entre les jeux du moment en arcade et les jeux du moment sur console. C'est vrai, quand on jouait, par exemple, à Golden Axe ou Altered Beast en arcade et qu'on y jouait sur console, ça paraissait très très proche. Après, quand on compare les deux côte à côte, on voit qu'ils ont rusé un peu, mais non, c'était vraiment très impressionnant. C'était une claque, quoi. Et là, on va avancer un petit peu en avant, puisqu'on va arriver en 92, on va dire, après 92, après l'arrivée de la Super Nintendo, et ce qu'on a déclaré à l'époque comme la guerre des 16 bits. Est-ce que quelqu'un est prêt à raconter à ceux qui n'ont pas connu ce qu'était la guerre des 16 bits? Parce que même si aujourd'hui c'est un petit peu obsolète de parler de guerre de consoles, etc., ça persiste encore, mais à moindre mesure. Ouais. À l'époque, c'était vraiment Mega Drive, Super Nintendo, il faut choisir son camp. C'est ça. C'était tout à fait ça, Et toi, tu avais choisi ton camp. Ah bah oui, moi j'étais Sega. Moi. Mais pourquoi, justement? Je sais pas, il y avait un côté affectif, et puis il y avait ce côté-là, en fait, comme je disais, c'est que voilà, on retrouvait les jeux d'arcade à la maison. Donc du coup, en fait, moi c'était tout choisi. Je voyais pas trop de choses Nintendo qui me plaisaient, moi, parce que moi j'avais une bonne vingtaine déjà, donc du coup. D'accord, oui. Donc c'était pas trop mon public Nintendo, en fait. C'était pas trop pour moi. Donc malgré qu'il y avait des bons jeux, mais ça m'attirait pas. C'était synonyme un petit peu de Nintendo d'enfant, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'était pour les plus petits. On va en parler juste après, parce que c'est vraiment un aspect très intéressant. Mais donc, la guerre des 16 bits, elle se répercute comment, en fait? Comment elle s'exprime? En 91, je crois que c'est ça, en 91, quand Nintendo veut conquérir le marché américain avec sa Super Nintendo et Mario World, Sega, eux, contre-attaquent avec Sonic. Et c'est là où vraiment il y a un affrontement. C'est-à-dire que Nintendo, lors d'un salon, présente Sonic à côté de Super Mario World pour montrer vraiment le gap entre les deux. Pour montrer la vitesse de Sonic comparée à Mario. Tout à fait, voilà. Et c'est vrai que même le design de personnage est beaucoup plus moderne, le jeu est rapide, ce qui fait que ça ringardise un peu Mario. Et c'est un coup dur pour Nintendo. Et c'est là où Sega vraiment marque son premier gros coup contre Nintendo. Et là, à partir de là, commence à se livrer une guerre entre les joueurs, les fans de Nintendo, les fans de Sega, et ça se répercute dans la presse, dans les pubs en Amérique. Ça devient vraiment le duel des cours de récré, quoi. Et puis dans la presse, c'est clair, tu avais la guerre, c'était marqué la guerre des consoles et tout. Oui, c'est quelque chose qu'on mettait en avant régulièrement, qu'on entretenait. Et puis en plus, c'était une époque où il y avait vraiment des jeux très différents sur les deux consoles. Maintenant, il y a beaucoup de jeux multiplateformes. Il y a quelques exclusivités, mais ce n'est pas non plus forcément facteur d'achat. Alors qu'à l'époque, il y avait 50% peut-être des jeux qui étaient vraiment différents sur les deux consoles. Donc, on choisissait sa philosophie. C'est-à-dire que c'était l'arcade, c'était les shoots, c'était les jeux de baston, etc. Nintendo, c'était plus les RPG, un peu la plateforme. C'était pas la même philosophie. Donc, en choisissant une console, on choisissait vraiment... il y a vraiment un côté culturel qui est vraiment important à l'époque. Et justement, c'est marrant parce que Sega, tu le disais, c'était l'arcade, etc. Sauf que Nintendo fait un gros coup avec Street Fighter. Ouais. Là, c'est un petit peu le paradoxe de l'époque. C'est-à-dire que Street Fighter 2, gros hit d'arcade à l'époque, eh bien, il débarque sur Super Nintendo et non sur Mega Drive. Ouais, ça, c'est un très grand coup pour Nintendo d'avoir Capcom avec eux. Et c'est vrai que Street Fighter 2 était la vitrine de la Super Nintendo en termes de jeux d'arcade. Et personne ne se doutait que ça allait avoir un tel impact. Et quand elle est sortie en France, en fin 92, il y a eu un pack. Et là, c'est sûr que pour Sega, ça n'a pas été simple. Eux, en face, ils avaient Sonic 2, qui était un gros jeu aussi, quoi. Mais ça a été vraiment, peut-être, le jeu qui a manqué à Sega, je pense. Même s'il est arrivé plus tard, parce que Capcom est arrivé plus tard sur Mega Drive. Oui, c'était Street Fighter de prime, en plus. De prime, qui cumulait la version Dash et la version Turbo. Donc, quelque part, c'était mieux que sur Super Nintendo. Mais c'était un peu tard. Et puis graphiquement, c'était un peu moins bien, je trouve, sur Mega Drive. C'était un peu moins bien, les voix surtout étaient beaucoup moins bien. Mais les musiques étaient meilleures sur Mega Drive. Et puis, il y avait un problème. Il y avait un problème, c'est que ça, c'est la manette de la Mega Drive. Magnifique manette au demeurant. Tout à fait. Mais qui possède que 3 boutons. Et pour Street Fighter, c'est compliqué. Il fallait appuyer sur Start pour alterner entre les points et les pieds. Pour alterner entre les points et les pieds. Et ça, c'était une galère. Donc, après, Sega décide de sortir une manette spéciale pour Street Fighter. Voilà, mais même en Occident, très très tôt, on a eu même dans les boutiques de vente par correspondance, faisaient des packs à manette 6 boutons et Street Fighter 2 pour un prix relativement attractif. Donc, mais c'est vrai que
J'ai pas connu C'est un coup en plus, quoi. Ouais, puis j'ai pas connu grand monde qui avait la manette 6 boutons. J'en connaissais beaucoup qui jouaient à Street Fighter 2 sur Mega Drive avec la manette. Ah, les pauvres. C'est clair. Ils devaient galérer. Ah ouais. Moi, j'avais un pas de 6 boutons, quand même. Moi aussi. Toi aussi. Ouais, Moi vrais aussi, sages, le premier truc Ouais. que j'ai été chercher. On voit les fans de Sega, c'est ça. Donc On a testé et puis on a dit c'est injouable et tout. Les 6 boutons, allez. Non, c'est vrai que c'était vraiment Direct. injouable. C'est pour Non, ça c'est que pas possible. Enfin, aujourd'hui, avec le recul, c'est un petit peu compliqué même d'expliquer à ceux qui n'ont pas connu justement cette manette 3 boutons. C'est abstrait de dire il fallait appuyer sur Start pour changer le poing et le pied, quoi. C'est comme jouer à Halo avec 2 boutons, quoi. Voilà. Voilà. Et une- pourtant, quand et sans elle sortait, gâchette. la Mega Drive avec les 3 boutons, c'est déjà pas mal pour l'époque, 3 boutons. Oui, Parce que, elle innove, puisqu'avant, c'est 2 boutons. Ouais, c'est C'est ça. ça. La Master System, c'est 2 Ah boutons. non, mais c'est 2 boutons. Ouais. Ouais. Et là où c'est innovant, encore une fois, je remonte le pad. D'ailleurs, on en parlera après de la Mega Drive Mini. C'est innovant aussi dans la croix directionnelle qui est plus comment dirais-je, plus simplifiée en tout cas au niveau des directions que celle de la Master System qui était carrée. C'était carré, c'était Ouais, qui était pas, une c'était pas terrible. catastrophe. Ouais, Ouais. c'était pas C'était terrible une du tout. catastrophe pour les doigts, c'était une catastrophe pour. Il a été fragile en plus. Oui, et puis même la manette était carrée. Là, on a une manette qui est. Enfin, rien que dans le design, on voit que c'est agressif, qu'il y a vraiment un positionnement à ce niveau-là. Et on va arriver justement après la guerre des 16 bits, il y a une guerre qui se livre en parallèle. On a commencé à l'amorcer, c'est enfant versus ado. Sega veut rendre sa console et son image cool. C'est ça. Ouais. Donc comment ils procèdent en fait? Sega, ils se disent, OK, les enfants, c'est Nintendo. Ils ont ce marché-là, on ne peut pas lutter. Donc on va viser, nous, les pré-ados-ados. En gros, c'est les 12-18 ans. Et donc les ados, eux, ce qu'ils veulent, c'est se rebeller contre le système. Ils veulent se différencier, c'est plus des enfants, ils ne veulent pas avoir des jeux de gamins, donc c'est faire des jeux un peu plus rapides, un peu plus agressifs. Peut-être faire appel aussi à des licences, on en parlait, ou voire à des marques un petit peu connues. Et également une publicité très agressive. Aux USA, ils ont eu le Sega Scream. Sega, voilà, c'est créer un cri de ralliement pour vraiment créer une espèce de tribu autour des fans de Sega. Nous, on avait Sega, c'est plus fort que toi. Ouais. Avec le punk. Maître Sega. Avec Maître Sega. Maître Sega, ouais. Est-ce qu'on peut parler justement en France, comment ça a été amorcé cette communication plus côté adulte, ado, plus qu'enfant, avec Maître Sega, etc. Pour ceux qui n'ont pas connu. Tu peux nous raconter Ben C'est vrai quoi, ils ont commencé avec la campagne Maître Sega vraiment différenciée. L'origine, c'est l'Amérique qui a vraiment voulu travailler là-dessus. Et ils ont fait une campagne plus ciblée pour nous. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de bagarre, un peu d'explosion. Avec un punk. Ouais, avec on avait un un punk. punk. Ouais. Et la musique derrière. La musique rock, et tout. Musique tout, rock, ça a tout explosé. Et puis toutes les licences qui effectivement touchaient des gens, le sport notamment, avec des personnes connues. Il y avait Moonwalker aussi, les jeux de baston. Enfin, il y avait vraiment... de course aussi, pas de mal. course, Oui. Ouais. Ouais, et puis en 94, Virtua Racing. 94, je crois. Ouais, oui, il me oui, semble, hein. c'est ça. C'est-à-dire que ça arrive- Ça arrive tard déjà dans la vie de la machine. Ça arrive tard dans la vie de la machine, mais ça arrive en quasi frontal, en début de vie de la Super Nintendo. Il y a un jeu qu'on a oublié de citer, mais c'est vrai qu'il y a eu le Mortal Kombat Oui. avec le sang sur Mais Mega c'est ça. Drive. Mais c'est le meilleur exemple. Ah ouais. Voilà. Donc- Nintendo voulait Mortal Kombat, mais voulait pas de sang, parce que Nintendo, voilà, avec une L'enfant, ouais. clientèle plutôt axée vers les enfants et donc vers les parents, Ah. il fallait pas montrer trop de sang. Ces gars, ils se sont dit, attendez, c'est bon, nous, le sang, on prend. Pas de problème. Hein. C'est ça, c'est que la confrontation, c'était Nintendo disait aux parents on protège vos enfants avec des jeux non violents, alors que Sega s'adressait plutôt aux ados en disant ouais, nous, il y a le sang, il y a tout, c'est des jeux pour vous, quoi. Donc, Donc, ce qui va arriver, c'est que le premier, et seulement le premier, Mortal Kombat va sortir avec du sang sur Mega Drive et sans, pas de sang sur Super Nintendo. C'est ça. c'est ça. C'est ça. Il va même sortir sur Master System. Je l'avais sur Master System. Oui, sur Game Oui. Gear et c'était etc. assez- Vous étiez décliné sur beaucoup de supports. assez- Sur quasiment tous les supports. Ouais. Assez hallucinant. Donc voilà, donc vraiment, il y a une. Est-ce que ça fonctionne en fait? Parce que c'est la vraie question. Est-ce que ça a fonctionné? Tout à fait, ouais. Il y a même à un moment donné, il y avait des chiffres qui étaient sortis où 40%, je crois que c'est en Amérique, des possesseurs de Genesis, donc Mega Drive, avaient plus de 18 ans. Donc ils ont réussi à vraiment toucher un public qui, à l'époque, n'était pas un joueur de console de jeu, quoi. Donc ça montre que il y a eu un travail qui a été fait, qui a été payant. Et de toute façon, ils ont aussi récupéré ceux qui jouaient avant à la NES et qui ont grandi, qui sont devenus ados et qui sont allés vers la Mega Drive. Ouais. Là, on parle beaucoup de l'Occident, mais au Japon, qu'en est-il? La Mega Drive, c'est comment? Au Japon, on va dire qu'elle a un succès marginal.
La Mega Drive se vend vraiment très peu, en frontal avec la NES, évidemment. Alors même si elle est plus puissante, elle a du mal à exister. Ça suffit pas. La NES est vraiment trop implantée dans les foyers. Puis Nintendo a une stratégie, c'est-à-dire que quand la Mega Drive sort, eux ils font une annonce pour la Super Famicom, la Super Nintendo, pour dire voilà comment elle va être, voilà les jeux qui vont sortir avec. Donc déjà, le terrain médiatique, c'est Nintendo qui l'a. Après, quand la Mega Drive sort au Japon, quelques jours avant, il y a Super Mario Bros 3 qui sort, ce qui fait qu'en fait, pour Sega, le démarrage est difficile, et en plus, Sega n'a pas beaucoup de bons jeux au lancement, c'est Space Harrier et Thunderblade, Space Harrier 2 plutôt et Super Thunderblade, qui ne sont pas des jeux extrêmement intéressants. Ce qui fait que le démarrage est compliqué pour Sega, et il y a aussi NEC et la PC Engine qui est arrivé un an avant, et qui eux aussi ont pris des parts de marché, ce qui fait que pour Sega, c'est compliqué au départ de trouver une place sur le marché japonais. Ils ne réussiront jamais vraiment à trouver leur place, en tout cas pas pour la Mega Drive. Ils sont à 5-6% de part de marché. Mais en Occident, ça cartonne. Ouais. En Occident, ils arrivent à dépasser Nintendo dans plusieurs pays, en Angleterre, en Amérique, qui sont passés devant pendant un moment, et c'était au coude à coude. Donc la stratégie de Sega a été payante en Occident. Ouais, puisque la stratégie de Sega, on va en parler tout de suite un petit peu plus, c'est qu'ils sortent la Mega Drive avant la Super Nintendo, et ils veulent continuer d'évoluer. C'est-à-dire que là, ce que je vous montre, c'est en fait la Mega Drive en kit. Parce que c'était la première fois, en tout cas, qu'on voyait des accessoires pour augmenter la puissance d'une console. Ils ont sorti d'abord le Mega CD, il me semble. Oui, d'abord le Mega CD. Alors là, ce que je vous montre, c'est la Mega Drive Mini qui va sortir prochainement. Mais les accessoires sont réservés au Japon. Mais c'est très très proche. D'ailleurs, on fait vite fait un petit point là-dessus. Je trouve que l'objet est très 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 cool. On va parler de la Mega Drive Mini juste après parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à analyser. Mais donc on a d'abord le Mega CD ça c'est sa forme japonaise donc et US. Je crois que c'est les mêmes ou les Mega CD1, voilà. Nous on n'a pas eu cette version-là. On l'a pas eu, peut-être un tout petit peu via un apport anglais, mais officiellement on a effectivement. Mais très peu. Nous on a eu surtout le Mega CD avec la Mega Drive 2 en fait. C'est ça. Voilà, qui était collé à côté. Qui était sur le côté, qui était moins joli. Donc là, qu'est-ce qu'ils se disent Sega, ils se disent, la Super Nintendo commence vraiment à nous causer des problèmes. On va essayer de contrer avec le format CD. Alors en fait, on parlait de la PC Engine juste avant au Japon, qui dès 88 a sorti aussi un CD-ROM qui s'accouplait avec la console. Et Sega, quand ils ont fait le développement de la Mega Drive, ils se sont même posé la question d'inclure le support CD. Le problème, c'est que ça aurait coûté extrêmement cher, ça aurait multiplié par 3 au moins le prix de la console. Et donc, comme ils voulaient vraiment conquérir le marché occidental, ils se sont dit, il faut que ce soit pas cher. Donc, ils se sont dit, on va sortir la console, mais ils avaient déjà en tête, dès l'annonce... D'accord, c'était déjà prévu en amont. Le CD, le modem pour se connecter, entre guillemets, Internet, entre guillemets. Là, on parle des années 90. Et pour jouer en ligne, 80, on pouvait jouer en ligne, télécharger des jeux, etc. Donc, il y avait plein de choses qu'ils avaient prévues. Ils avaient même prévu un lecteur de floppy disk. Plein de choses étaient prévues autour. Et c'est vrai que le CD-ROM, c'est vraiment ce qui est resté parce que c'était l'avenir déjà du jeu vidéo. Tout le monde l'avait compris parce qu'en termes de coût, ça coûtait rien après CD. En termes de données, on pouvait mettre énormément de choses. On pouvait mettre des cinématiques, du son CD. Donc, le CD-ROM était vraiment l'avenir. Et la force de Sega avec ce CD, c'est d'avoir en plus augmenté les capacités techniques de la console en proposant des choses que Nintendo pouvait faire sur la Super Nintendo, des zooms, des rotations sur des éléments sprite décor. Oui, parce que la Super Nintendo, il y avait une petite puce en plus que ils ont mis après la puce FX aussi. Après il y avait des batailles. Des batailles technologiques. Ouais, c'est ça. Et avec le Sega CD ou Mega CD, il y a des jeux très adultes qui sortent, notamment Night Trap, où là, ça doit être une révolution pour eux. Mais malheureusement, ça marche pas trop, le Sega CD, on va pas se mentir. Donc après, Sega nous refait un petit coup de... On va rebooster la console, puisque on arrive dans une nouvelle ère, l'ère des 32 bits, et donc ils sortent le 32X, où on pouvait mettre une cartouche, certaines cartouches, avec qui rajoutaient... qui boostait un petit peu. En fait, la 32X, c'est vraiment un module qui apporte des capacités supplémentaires en termes de 3D, notamment à la Mega Drive. Mais pas sur tous les jeux. Sur les jeux 32X, en fait. Voilà. C'était vraiment des jeux spécifiques. Il y avait une quarantaine, je pense, en Europe, de jeux 32X. Le but était d'augmenter la durée de vie de la console pour la pousser encore un petit peu avant la prochaine console de Sega. C'était ça l'idée au départ. Maintenant,
pour terminer l'émission, j'aimerais qu'on parle de l'héritage un petit peu de la Mega Drive, et on va parler donc évidemment de la Mega Drive Mini qui sort. On fait un point vite fait. Ce qui est intéressant de voir avec la Mega Drive Mini, au-delà on va dire d'un esthétique vraiment bien travaillé, et voilà, tout est là, mais de qualité. C'est Sega derrière qui vraiment chapeaute le tout, notamment en termes d'émulation, etc. Il y a un vrai travail. Là où certaines consoles mini, eux, n'ont pas fait le taf. Sylvain, toi, tu tiens une boutique de rétro. Oui. C'est quoi la place de la Mega Drive dans la boutique, dans le cœur des joueurs, etc., aujourd'hui ? Elle vient se situer juste derrière la Super Nintendo. Parce que Super Nintendo reste quand même, ça reste phare en fait, hein, ça reste la console phare où on me demande le plus souvent. Mais elle vient derrière, juste derrière, avec, je dirais, c'est à peu près 30% des achats en fait. 30% des achats sont dédiés à la Mega Drive. Ouais. Et les joueurs qui viennent t'acheter de la Mega Drive, est-ce que c'est très intéressant de savoir si c'est des gens qui ont connu en fait la Mega Drive à l'époque, ou est-ce que tu as aussi des jeunes qui veulent découvrir la Mega Drive sur une Mega Drive et non Alors pas... c'est beaucoup, c'est des gens qui la possédaient quand ils étaient plus jeunes et veulent renouer avec les souvenirs, et j'avais ces jeux-là, donc souvent ils rachètent tout le catalogue qu'ils avaient. Donc quelques-uns qui veulent découvrir, mais ça reste, c'est pas énorme quand même, pas énorme. Donc maintenant, pour conclure, si on avait chacun un mot à dire sur l'héritage de la Mega Drive, qu'est-ce qu'elle a laissé comme empreinte pour toi, Vanessa ? La Mega Drive, c'est vraiment, je pense que c'est la console qui a commencé à ouvrir le jeu vidéo à un public un peu plus adulte sur console, parce que déjà sur ordinateur, des jeux pour adultes. Mais c'était une console qui amenait l'arcade à la maison, qui a changé un petit peu l'image des jeux vidéo, je pense. Très bien. Toi, Sylvain ? Ouais, pareil. Pareil, c'était l'arcade à la maison, et c'était... comme si les jeux étaient plus ciblés pour des ados ou des adultes, tu disais, c'est pas pour les enfants, quoi, voilà. Même si les gens disaient, tu joues aux jeux vidéo, t'es un gosse, c'est pour les enfants, les jeux vidéo. Ouais, ça a permis de faire la bascule... De faire une petite passerelle, mais... plus adulte. Voilà, plus adulte, ouais. Très bien. Toi, Ben ? Un peu pareil au niveau du changement par rapport à l'âge. Et c'est vrai qu'ils ont permis d'amener le jeu vidéo à une génération différente. Et puis aussi, en termes d'audace, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, enfin de développeurs qu'on faisait sur Mega Drive, faire des choses, parce que Sega, comme ils ont été obligés de chercher des éditeurs de jeux et développeurs de jeux que ceux qui étaient chez Nintendo, ça a permis de la créativité, de l'audace, comme ils étaient en challenger, pareil, les jeux comme Sonic, tout ça. C'est vrai que ça a permis aussi d'avoir un marché concurrentiel, ce qui n'était pas vraiment le cas à l'époque de la NES et de la Master. Ouais. Donc on peut le dire, hein, et on n'a pas peur de le dire, la Mega Drive a su innover et a su aussi amener le jeu vidéo vers d'autres horizons, hein, puisque je suis tout à fait d'accord avec vous sur tous ces points. La Mega Drive a su amener le jeu vidéo vers quelque chose de plus adulte, et aussi d'oser certaines choses. Et on parlait de la communication tout à l'heure, pour moi c'est révélateur, là où les choses étaient vraiment très mignons, très sympathiques. Là, ils se sont dit, hop, on va jeter un pavé dans la mare. On parle de la Mega Drive, de la machine, etc. Mais ce qui fait une bonne machine, c'est avant toute chose les jeux. Et la Mega Drive, elle sort avec un fameux pack, le pack Altered Beast. Et oui, Altered Beast, ce fameux générique. Oui. Alors, pendant des années, j'ai pas vraiment compris ce qu'était Altered Beast, un loup-garou. Voilà, on voit des images derrière, je comprenais pas trop. Est-ce que on peut évoquer d'abord ce pack Altered Beast, parce qu'il va faire vendre des Mega Drive à tour de bras? Vanessa, peut-être. Le pack Altered Beast, c'est le premier pack, effectivement, avec un jeu distribué en Occident, Europe et États-Unis. Et Altered Beast, en fait, pourquoi est-ce qu'ils le sortent dans ce pack? C'est parce que c'est un jeu d'arcade emblématique qui est sorti juste un an avant la console, hein, donc c'est vraiment très très proche. Et je pense que la moitié des enfants qui ont une Mega Drive ont eu Altered Beast dans ce pack, dont moi d'ailleurs. Et c'est un jeu qui est intéressant, en fait. C'est un jeu de combat où on incarne un centurion romain qui est ramené à la vie par Zeus pour sauver Athéna, et qui peut devenir un loup-garou, ou un dragon-garou, ou un ours-garou. C'est archi compliqué. C'est super compliqué. Oui, je ne comprenais rien. Ou un tigre-garou. Et c'est pas terrible comme jeu. Mais à l'époque, tu avais des gros sprites, des transformations, tu avais le son qui claquait, etc. Et il y avait un cri, le fameux cri quand on se transforme. Ah oui, le power. C'est ça. Et puis après, tu avais l'écran de transformation. C'était le jeu emblématique de la Mega Drive à sa sortie en France. T'as eu le pack Altered Beast? Non, moi j'ai eu le pack standard.
puisqu'on le rappelle, toi, la console, tu l'as gagnée. Je l'ai gagné, oui. Et c'est quoi le pack standard de la Mega Drive? C'était console, un pad, les notices, et puis le quadrillage noir et blanc. Là, Donc, t'as pas eu Altered Beast en premier jeu? Non, je l'ai acheté après. D'accord. Ah bon? Oui, tu fais partie des gens qui l'ont acheté. Je l'ai acheté, moi. D'accord. Mais c'est pourquoi? toi. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à acheter Altered Beast? J'ai joué sur arcade, et moi ça me plaisait bien, donc du coup, j'ai dit allez, vas-y, on teste. Donc c'est Et on intéressant. pouvait jouer à 2 en plus. On peut jouer à 2, c'est bien. Très intéressant. Ça veut dire que en fait, Sega ne s'était pas vraiment trompé en le mettant en premier jeu, en premier pack avec la Mega Drive. Parce qu'il y avait le jeu à 2, hit d'arcade, qu'on le veuille ou non, même si on Donc ça montrait bien les capacités techniques de la console à l'époque. Puis en termes d'image, c'est pareil, on n'avait pas un jeu mignon, on avait un jeu, on ne va pas dire réaliste, mais avec des personnages musclés, avec de la bagarre. Donc c'est pareil, en termes d'image, ça a cassé avec celle de Nintendo. Et, une jaquette. Avec une jaquette qui était assez impressionnante. Sympa, ouais. Et c'est vrai que Nintendo, leur pack, c'était Super Mario Bros, c'était peut-être Tortue Ninja aussi. Non, ça c'est Ninja, il y a après. eu, Ouais. Mais voilà, donc non, c'est vrai que là, avec ça, Sega ont fait un bon coup. Moi, je l'avais acheté à la sortie en France, le pack avec Altered Beast. J'avoue qu'on fait vite le tour du jeu, quoi. Oui, il se termine vite, oui. En plus, il n'y avait qu'une manette vendue avec la Mega Drive, donc on ne pouvait pas jouer à deux facilement. Il fallait soit acheter une des manettes, soit trouver quelqu'un qui avait une Mega Drive pour jouer à deux. Mais c'est vrai que bon, c'était quand même sympa de pouvoir jouer à deux. J'ai quelques bons souvenirs, comme beaucoup de gens qui ont connu la Mega Drive avec le pack, ce qui est moins le cas de ceux qui l'ont découvert Sans le pack. sur le tard. Non, mais c'est pourquoi on parle de ce pack Altered Beast, déjà pour tout ce que vous nous racontez, et aussi pour montrer que voilà, là aussi, il y a Sega qui veut se différencier dès le début de Nintendo et qui vise un public un petit peu plus adulte, comme on a pu l'évoquer dans une autre émission. Ouais. Mais la vraie révolution, puisqu'il fallait commencer par Altered Beast, c'est le début, mais la vraie révolution, c'est Sonic. Qui ne connaît pas Sonic? Fan de jeux vidéo ou pas du tout, Sonic, c'est devenu un élément majeur, très important de la pop culture. Ça devient même un film, on n'en parlera pas plus. Mais tout ça pour dire, oui, Sonic, c'est une révolution à sa sortie. Ah ouais. Tu peux nous raconter, Ben? Ouais, disons qu'à l'époque de la Mega Drive, il manquait quand même une mascotte, quelque chose, un poids fort pour une killer app, un jeu qui cartonne, quoi. Et de peu, ils avaient raté Tetris. Normalement, ils devaient sortir Tetris, ça devait être le jeu qui allait faire vendre les Mega Drive, ils ne l'ont pas eu finalement. Et c'est vrai que Sonic... Ils auront Columns. Et Sonic, ça a été le jeu qui a vraiment impressionné tout le monde lors des salons, déjà, pour la vitesse de déplacement du personnage, l'animation, les effets, comme on voit là, de rotation d'écran qui étaient normalement réservés à la Super Nintendo. C'était une belle vitrine technologique et il y avait déjà une attente assez forte autour du jeu avant sa sortie, à une époque où on n'avait pas les vidéos comme maintenant sur YouTube ou toutes ces choses-là. On se basait sur les salons et les magazines, voilà. C'était ça. 2-3 photos dans un magazine et on rêvait, quoi. Et c'est vrai que Sonic, il y avait une attente très très forte et donc c'est sorti l'été 90, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est en juillet. Et donc ça a été 91. Vraiment 91, voilà. Ça a été un choc et la presse, pareil, a mis des notes incroyables au jeu, ce qui fait que l'attente a été très très forte. Et puis la comparaison, comme on disait avec Mario, ça ringardisait complètement. Alors ça ringardisait Mario, mais pas tant que ça, parce que pour moi, c'était deux jeux qui pouvaient coexister. Oui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en termes de vitesse, etc., c'était assez impressionnant. Mais c'est intéressant de voir également, c'est que Sonic, comme Ben le disait, il sort pas tout de suite. Il sort à quasiment 3 ans après la sortie de la console au Japon. Mm-hmm. Pourquoi ça sort si tard, en fait ? Déjà, il a fallu du temps pour que les développeurs maîtrisent la console. C'est vrai qu'au départ, les jeux, comme on disait, n'étaient pas extraordinaires. Et le déclenchement pour Sonic, c'est quand Yuji Naka, donc un des papas de Sonic, s'est occupé du portage de Ghouls 'n Ghosts sur Mega Drive. Donc là, il a appris à coder, il a appris plein de choses de routine et il s'est entraîné à faire un jeu Ghouls 'n Ghosts avec un défilement très rapide de l'écran. Et c'est là où est venue un peu l'idée de faire un jeu avec un scrolling rapide. Et de l'autre côté, en Amérique, ils cherchaient une mascotte. Ils avaient lancé des opérations chez Sega en interne pour avoir une nouvelle mascotte. Et donc, conjointement, la rencontre de ces deux idées ont permis la naissance de Sonic. Mais c'est vrai que ça a demandé un certain temps. Ouais.
Parce qu'avant Sonic, c'est qui la mascotte de Sega? C'est Alex Kidd? Alex Kidd, ouais. Alex Kidd, un petit peu Opa Opa, aussi de Fantasy Zone. Un peu Wonder Mais il n'y a Boy, à pas un moment de donné, Wonder Boy mais- aussi un petit peu, mais c'est pas vraiment défini. Ils n'ont pas vraiment de mascotte, Sega. Ouais. Et c'est aussi ce qui leur pose problème, parce que chez Nintendo, on a Mario. Ouais. C'est-à-dire que c'est naturellement, ouais. indissociable. Nintendo, c'est Mario, Mario, c'est Nintendo. C'est ça. Ouais, on a une époque où la mascotte, c'est nécessaire pour les marques. Peut-être moins maintenant, mais... Oui, à l'époque, en tout cas, c'est très important pour ancrer l'image. Et donc, on va attendre 3 ans que Sega trouve Sonic. Et aujourd'hui, Sonic, c'est indissociable de Sega, même si on l'a retrouvé sur console Nintendo par la suite. Par la force des choses. Ce qui nous a quelque peu déroutés, hein, il faut le dire. Hein. Ce qui ne choque pas aujourd'hui les gens qui l'ont connu, Ils ont connu que ça, en fait. que tardivement. Mais c'est vrai que retrouver Sonic sur une console Nintendo... Au début, c'était impensable. C'était juste impensable, en fait, Sonic chez Nintendo. trahison. Nous, ils ne croyaient pas, en fait. On se dit, Bah, ouais, en ça va fait, nous, être c'était dans les magazines le 1er avril qu'on avait des C'est ça. des annonces de ce genre-là. C'est ça, ouais. Et ouais, c'est vrai que ça a été un choc. Ouais. Et 2000. Sonic, alors, et je crois que les premières versions de Sonic qui sortent chez Nintendo, c'est pas sur Game Boy Advance, il me semble. Si, Il me c'est semble, arrivé hein. sur Neo Geo Pocket. Mais ça, Sur c'était Neo Geo Pocket, c'est oui. le premier Sonic sur une console non Sega. Et après sur GBA, tout à fait. Ouais. Ouais, et donc après, on va même avoir les crossovers, en tout cas Sonic qui se retrouve avec Mario Aux Jeux Olympiques. aux Jeux Olympiques. Oui. Maintenant, ils sont potes, ça y est. Voilà, c'est fou. Ça se Mais passe bien. c'est super drôle de voir comment on est passé de la guerre à finalement la force des choses à La cohabitation, ouais. Voilà, à la cohabitation et aussi à faire ce truc un petit peu sympa où Sonic et Mario sont devenus des amis. Donc, bon, je m'éloigne un peu, hein, mais on va revenir sur la révolution Sonic. Voilà, c'est une révolution, c'est la mascotte, ça devient la mascotte de Sega, ça devient le jeu qu'il faut absolument posséder. Ouais. Toi, quand tu avais ta Mega Drive, tu voulais... Ouais, on pouvait pas l'avoir parce qu'il était en rupture un peu partout. En fait, tu le trouvais pas, donc il fallait attendre. Moi, j'ai cherché la Fnac et la Fnac, il fallait attendre. Ils disaient, il va ressortir tel jour, donc je suis redéboulé pour le chercher. Alors, déjà, à l'époque, c'était en rupture. Ouais, C'est-à-dire quand que il est c'était- sorti, ouais. C'était assez rare quand même de voir des jeux en rupture à la sortie. Bah, disons que à l'époque, il n'y avait pas encore une attente très forte autour des sorties des jeux, et c'est vrai que Sonic a cristallisé ça, ce qui fait que même Sega a été surpris par la demande de Ouais, c'est bah, Sonic. la première fois que ça m'arrivait, c'est la rupture en fait. Ouais, c'est pour ça ouais, que c'est. ouais. Moi, je l'ai trouvé par hasard quand j'étais en vacances en 91 dans un magasin. J'ai vu qu'il était sorti parce qu'il n'y avait pas vraiment encore de date de sortie même. Et j'y ai déjà sorti en France, donc je l'ai acheté, j'y ai joué. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des endroits où il ne l'avait pas encore et tout ça. Et c'est vrai que ça a été un peu le jeu qu'il fallait avoir. Et La musique a été bien entraînante en plus. La musique était a donné géniale. envie, ouais. puis, On parle des musiques. Ouais. On parle des musiques et excuse-moi, Non, mais non, on est obligé de soulever Ouais. un petit truc. Michael Jackson et Sonic. Alors, officiellement, il n'y a pas de lien. En fait, ce qui semblerait, tu me corriges, hein, Ben, hein, c'est qu'il aurait participé à la création des musiques de Sonic 3, mais il ne voulait pas être crédité parce que le rendu sonore ne lui convenait pas. Mais on retrouve des vraies boucles, des vraies choses. Quoi. Oui, clairement, la musique de fin de Sonic 3, c'est Ah, il y a Stranger in Moscow. Ouais, il y a Clairement, une autre musique qui est The Jetson, je ne sais plus, qui est ressortie dernièrement, pareil, qui ressemblerait vraiment à une musique de Sonic 3. Il y a des compositeurs qui ont bossé avec Michael Jackson aussi, qui ont travaillé dessus. Ouais. C'est vrai qu'officiellement, on n'a pas vraiment de version de ça, mais officieusement, il y a plusieurs versions. Mais est-ce qu'on Qui corrobora le fait Ouais. qu'il y aurait Ouais, eu les collaboration. on peut dire que Michael Jackson a taffé dessus. Enfin, Il y est-ce a- qu'on peut le dire ou pas? Est-ce Il y a- qu'il y a quelque chose derrière Il y a l'âme de Michael Il y a un Jackson. dans les- faisceau d'indices qui indique que certainement que oui. Voilà. On n'aura jamais la réponse, Non. certainement. Malheureusement. Certainement pas, non. Donc Sonic, c'est un pan indissociable de la Mega Drive, mais après ça sortira sur le Game Gear, sur le Master System. Et d'ailleurs, Sega a bien compris que Sonic avait créé quelque chose parce que Sonic 2 est le premier jeu à avoir une sortie mondiale. Ah, Ouais. d'accord, Voilà. Ils intéressant. avaient vraiment capitalisé, ils avaient teasé à mort, c'était le Sonic Tuesday, ouais, ça. le jeu de mots entre Sonic 2 et mardi Tuesday. Et donc, il est sorti dans tous les pays du monde en même temps. Parce qu'à l'époque, au niveau logistique, c'était un enfer. Des fois, on avait les bah jeux oui. 3 ans après, 2 ans Voilà. après. Et là, c'était vraiment partout le même jour. Et donc, ils avaient bien compris ça. Ouais. Et Sonic aussi a permis de vendre beaucoup de packs Mega Drive parce que c'est vrai qu'ils ont décidé d'inclure le jeu dans le pack Mega Drive pour booster les ventes de la console. C'est-à-dire que Sega au Japon n'était pas vraiment très chaud à cette idée-là parce que au Japon ils font pas trop de bundles en fait console plus jeu, mais en Amérique ils avaient bien compris que Sonic ça allait faire vendre pour Noël
des tonnes de consoles et ils ont eu raison. Et au final, ils ont vendu, je crois, 4 millions du premier Sonic, ce qui est énorme pour Sega. Et puis, on le rappelle, Sonic arrive dans le second souffle, entre guillemets, de la Mega Drive. Donc, c'est ça, c'est la deuxième en vague. plus, face à la Super Nintendo, il arrive, on se disait tout à l'heure, pourquoi si tard? Mais en vrai, il arrive peut-être au meilleur moment pour Sega. Pour l'Occident, c'est le meilleur moment. Pour l'Occident, tout à fait, Et puis, voilà, on parle de Sonic très emblématique, mais la Mega Drive, on va parler maintenant de sa ludothèque gigantesque. Elle est énorme. Elle est énorme. Ouais. On a de l'arcade, on a du sport, on a du shoot 'em up, on a du jeu d'aventure. Moi, j'aimerais qu'on ouvre d'abord avec le jeu d'aventure. Parce que c'est un genre qui est peut-être un petit peu sous-évalué sur Mega Drive, alors que le jeu d'aventure sur Mega Drive, moi, c'est ce qui m'a fait acheter une Mega Drive. C'est-à-dire que j'étais sur Super Nintendo, et Soleil, qui est un jeu d'aventure pour moi exceptionnel, m'a fait acheter une Mega Drive. Mais on en avait des tonnes. On avait La Légende de Thor, on avait Landstalker. Et là, on parle d'exclusivité. C'est-à-dire, comme on le disait, à l'époque, vraiment, il y avait des jeux qui étaient exclusifs et qui le restaient. C'est-à-dire qu'il fallait posséder la machine pour y jouer. On ne pouvait même pas attendre 1 an ou 2 ans, sauf rares cas comme Street Fighter. C'était des jeux maison. C'était des jeux maison, c'était leur studio. Voilà. Et donc, la multiplication des genres sur Mega Drive en fait sa force, en fait. C'est vraiment ça. La Mega Drive, elle avait un processeur qui était vraiment très, très véloce, qui permettait d'avoir des jeux plus péchus que sur Super Nintendo. C'est pour ça que les shoots sont plutôt meilleurs sur Mega Drive. Et même s'il y a moins de couleurs que sur Super Nintendo, au final, ils se rattrapent là-dessus. Donc effectivement, il y avait beaucoup de jeux qui étaient vraiment très dynamiques. Et même si on revient au RPG, par exemple, La Légende de Thor, que moi, personnellement, j'adore. Moi aussi, bien sûr. C'est un jeu d'aventure, mais c'est aussi un peu un beat'em up. Bien sûr. C'est un jeu où la baston a vraiment beaucoup d'importance. C'est pas juste un seul moment à passer pour progresser. On s'amuse à se battre. Et donc Sega insufflait cette philosophie-là dans leur jeu. On peut aussi parler de Shining Force. Shining Force, le 3, par exemple, exceptionnel. Le 3 sur Saturn. Ah, c'est sur Saturn. Alors, c'est le 2 sur Mega Drive. Le 2 sur Mega Drive. Les Fantasy Star également, j'ai pas joué à Fantasy Star. qui sont aussi géniaux. Fantasy Star 2 était le premier gros jeu au Japon pour la Mega Drive. C'était un jeu qui était attendu. Il commençait à avoir un public de fans à partir du premier sur Master. Et c'est vrai que ça, il est arrivé en Occident, enfin chez nous, traduit en anglais, ce qui était déjà... On était très contents à l'époque. Ouais. Ah oui. Et donc, ça fait partie... c'est une facette qui est moins connue, le jeu d'aventure RPG, mais c'est une facette qui est plutôt bonne sur Mega Drive, avec des très bons jeux. La facette la plus connue, c'est l'arcade, en fait. C'est ça. Il y en a Afterburner, Altered Beast, on en a parlé. Shinobi, va falloir qu'on en parle aussi. C'est un immense hit, Shinobi de la Mega Drive. Shadow Dancer, sublime, avec le chien. Voilà, on a Virtua Racing. Virtua Racing, c'est exceptionnel. Qui est boosté avec une puce pour pouvoir tourner sur Mega Drive. Et il ne marche pas aussi avec le 32X, Virtua Racing par la suite? C'est pas le même jeu. Ah, c'est pas le même jeu. C'est une autre version. Il y avait Virtua Fighter aussi sur 32X. Oui, Virtua Fighter également. Enfin, voilà, on voit que tout ça, tu parlais de dynamisme, tout ça, c'est vrai que ça se ressent également dans le catalogue de jeux. C'est ça. Et même en baston, sur Mega Drive, on a des jeux Neo Geo, enfin des versions Neo Geo, on a Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting. Qui sortent également sur Super Nintendo, il faut le dire. Oui, mais qui sont meilleurs sur Mega Drive. Ah bon? Ouais, c'est plutôt plus jouable sur Mega Drive. Ah ouais. Et World Heroes? World Heroes. Piège! Mais c'est bien nulle part World Heroes en fait. C'est ça. Non, et puis la série des jeux de baston Street of Rage. Oui, évidemment, on n'en a pas parlé. C'est un manque. Comment ne pas parler de Street of Rage, qui, pour moi, cumule toutes les qualités de la Mega Drive. Les qualités en termes de couleurs, en termes d'animation, en termes de musique, il faut le rappel. Voilà. Incroyable. C'est aujourd'hui, on s'écoute les BO de Street of Rage. Il y a des concerts sur les musiques de Street of Rage. Ça ne m'étonne pas, le jeu est mythique, et puis voilà, la possibilité de choisir plusieurs personnages, et puis... de jouer à deux en même temps. De jouer à deux en même temps, et puis ça arrive à 91, non? 91, ouais. 91, donc ça va. C'est relativement tôt. C'est relativement tôt. Et c'est vrai qu'il y a eu Sonic, Street of Rage, j'ai commencé là à avoir des... Golden Axe, ça arrivait de façon régulière maintenant, les bons portages d'arcade ou les jeux inédits, mais dans cet esprit-là.
On était vraiment bien alimentés. Moi, je m'en souviens, la première fois que j'ai joué, j'ai fait reset pour écouter les musiques au sound test. C'est ça que la Mega Drive permettait souvent d'aller dans les menus, d'écouter les sons, les trucs. Et c'est vrai que les musiques étaient vraiment incroyables pour l'époque. Et puis là, on parlait tout à l'heure justement de la représentation de publicitaire de Sega qui était un punk. Là, on est totalement dans un univers comme ça, punk, rock, voilà. Là, c'est The Warriors en fait. C'est un peu le film The Warrior, voilà. tout à fait. Hein. C'est la rue. Et puis, voilà. Les néons, c'est la nuit. C'est tellement années 80, fin 80, début 90, on est vraiment dans un univers. On est dedans. Franchement, tant dans les musiques, graphiquement. Et puis, c'est violent, quoi. Puis même les gens qu'on affronte, c'est assez rigolo. On affronte un clone de Freddy Krueger, parfois. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a des petits clins d'œil, etc. Des ninjas, bien sûr. Des ninjas, évidemment. À l'époque, c'est la mode. Et puis Street of Rage, voilà, ça va faire du mal à la Super Nintendo, hein, qui aura Final Fight. Oui, mais c'est une version amputée, on peut jouer qu'à un seul joueur, et puis après, ils ont eu Final Fight Guy, mais... Toujours jouable à 1. C'est Final Fight 2, mais qui n'était pas très original. Non, c'est vrai que celui-là, il avait en plus énormément d'ennemis à l'écran. On pouvait jouer en coop sur le premier, en tout cas, je me souviens plus après les autres. Oui. Et, donc c'est vrai que c'est des choses... Oui, par le 2. Le 2 est super aussi, avec ses plus gros sprites, ses plus de couleurs. C'était une grosse cartouche 16 mégas. Plus grosse cartouche. C'est exceptionnel. Après le 3 est bon. Par contre, il y a eu une grande discussion dans les années 90 entre Mega Drive et Super Nintendo. C'est au sujet des adaptations Disney. Les adaptations Disney étaient-elles meilleures sur Mega Drive ou Super Nintendo? Mega Drive. Aladdin sur Ça Mega dépend. Drive, il est quand même De toute façon, clairement, on parle d'Aladdin, là. Oui, c'est bien d'Aladdin, puisque c'est un des rares où il y a eu une version différente, puisque c'était, il y avait Virgin qui développait et l'autre c'était Capcom, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc c'était deux jeux différents pour la même licence. Ouais. Et donc là, on a des petites vidéos comparatives. On a le Roi Lion aussi, qui était pas exactement identique, voilà. Mais vraiment, Aladdin, c'est le jeu où il y a un grand débat. Ouais, parce que le livre de la jungle ou le Roi Lion, c'est les mêmes jeux, mais avec plus de dégradés sur Super Nintendo, grosso modo. Et des musiques un peu plus réussies, on va dire. Hein. Mais c'est le même jeu, il n'y a pas vraiment de guéguerre entre les deux. Mais Aladdin, c'est vraiment deux versions différentes. En fait, Capcom, ils ont fait un jeu vidéo avec Aladdin. Virgin, ils ont adapté Aladdin en jeu vidéo. Et c'est pas du tout la même philosophie. Et évidemment, il y a une guerre entre qui est meilleur entre les deux. Moi, je trouve les deux excellents. Hein. Les deux sont excellents. Il y en a un, c'est vraiment la partie... oui, mais le meilleur... Non, c'est vrai que celui qui est le plus fidèle à l'esprit du dessin animé, c'est la version Mega Drive. Après, en termes de jeu de plateforme, la version Super Nintendo, c'est un jeu de plateforme. C'est plus carré. C'est précis. C'est vrai que sur Aladdin, Mega Drive... le framerate, des fois... C'est un peu flottant au niveau des collisions. Et puis c'est là qu'on retrouve la guerre des consoles. T'étais Mega Drive, donc tu préfères Aladdin Mega Drive. Ça jouait un peu quelle console t'avais, joue sur... Mais là, on est sur du multi-console, etc. Mais la Mega Drive, en termes de Disney, a eu des jeux fantastiques. Quackshot... Castle of Illusion, World of Illusion. C'était aussi... Est-ce que, justement, ces adaptations de Disney, c'était pas aussi pour un petit peu piquer du public de Nintendo, bien sûr, petit peu plus jeune? C'est la stratégie de Sega de licence. Donc il y a le sport, il y a la pop culture. La pop culture, c'est aussi Disney. Et donc, ils ont très tôt, c'est 90, Castle of Illusion. Ils ont très tôt donc, développé cet aspect-là et avec quasiment que des très bons jeux. Enfin, moi, je me souviens pas, à part Fantasia, qui est vraiment nul. Fantasia, mais ça, c'est un jeu français. C'est un jeu français, Cocorico. Et puis, le développement de Fantasia, on va pas le faire en détail, mais c'était catastrophique. À l'époque, ça devait pas du tout être ça. Voilà, il y a eu énormément de choses. Il y a la petite sirène aussi qui était sortie. Oui, La Belle et la Bête, Gargoyles. Gargoyles, excellent. C'était super. Mais donc, en fait, voilà, là aussi, Sega est venu un petit peu... En fait, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, c'est qu'ils ont d'abord installé leurs propres idées, leur propre vision. Une fois que c'était bien installé, ils se sont dit, on va quand même essayer d'aller chercher aussi un peu de leur public parce que il faut... Il fallait bien se diversifier quand même. Et puis c'est vrai que ça leur permettait de prendre des parts à Nintendo.
en plus de gagner un nouveau public. Ouais. Et moi, j'avoue que Castle of Illusion, c'était mon premier bon jeu Mega Drive et j'en ai gardé un souvenir incroyable parce que... pourtant, tu as eu Altered Beast. C'est vrai que quand j'ai eu Altered Beast, bon, j'étais content de mon achat, mais c'est vrai que Castle of Illusion, ça a confirmé que j'ai eu raison d'acheter une Mega Drive à l'époque. Ouais. Mais encore maintenant, quand quelqu'un achète une Mega Drive, dans les premiers jeux qu'il va prendre, souvent, il y a du Disney. Hein. Ah oui, mais justement, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que les gens achètent quoi avec une Mega Drive? Souvent, du Sonic, ça c'est incontournable. Après, selon leur goût, ils vont partir soit sur du jeu d'aventure ou du beat'em up. Et puis après, les Disney viennent tout de suite. Aladdin et Castle of Illusion sont les deux qu'on me demande le plus. Et puis après, ça va vraiment différer des goûts, quoi. Je veux dire, ce qu'ils ont joué. Altered Beast part bien aussi, quand j'en ai, je le traîne jamais longtemps. En fait, c'est les jeux emblématiques, quoi. Voilà. Et tout ce qui est jeux un peu pointus, genre les jeux Treasure par exemple, faut déjà que t'en aies en boutique, mais... Oui. C'est ça. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Par contre, il y a une chose, on arrive à la fin de cette émission, mais il faut qu'on soit vraiment d'accord sur une chose, c'est important. Dragon Ball Z est beaucoup mieux sur Super Nintendo. Pour moi, c'est assez mauvais sur les deux consoles. Non, j'ai pas J'ai pas aimé ça. mais non. Ouais, j'avoue, Ben, aide-moi. moi je préfère la version de Super Nintendo. Ah oui. Oui, à choisir aussi, sur Ouais, Super. la version Voilà. Mega Drive était bof. Les musiques étaient cool, mais à part ça, c'était Exactement, pas- il n'y avait que ça en fait. Hein. Ouais, c'est les ça. couleurs étaient un peu avait Krill, hein. bizarres, délavées. Oui, il y avait des personnages qui n'avaient pas. Il y avait C18 également aussi. Hein. C'est 18, ouais. Je vous remontre un petit peu la Mega Drive Mini, parce que pour tous ceux qui veulent un petit peu se replonger là-dedans, c'est aussi une bonne occasion. En tout cas, il y a un bon petit catalogue de jeux. 42 jeux, c'est pas mal. Voilà, combien? 42 42. 42 jeux quand même, et puis c'est un bel objet, etc. Mais évidemment, hein, j'invite et j'incite les gens à aller acheter l'original, pourquoi pas dans ta boutique. Mais c'est bien pour découvrir, avant, en fait. hein. C'est Mais- bien pour découvrir, voir si les jeux plaisent vraiment. Et puis souvent, c'est ce qui se passe, en fait. Les gens, ils achètent la mini, et puis ils s'aperçoivent que dans leur ludothèque, il manque tel jeu ou tel jeu. Donc du coup, puis après, ils viennent... Voilà, en tout cas, ils repassent, vous pouvez l'acheter, hein, c'est un très très beau modèle. Et encore une fois, hein, pour moi la différence avec cette console, c'est que Sega a vraiment pris le temps de travailler sur l'émulation, et c'était important, Oui. parce qu'on a pu le voir avec d'autres, je le répète, où c'était pas du tout le cas. Et même si pour certains ça n'a pas posé de problème, pour d'autres ça a posé d'énormes problèmes. Un dernier mot sur la Mega Drive. Vous avez quelque chose à dire, un cri d'amour à lancer? C'est ma console de cœur, hein. Celle que je connais le mieux, celle que j'ai eue quand j'étais pré-ado. Donc, c'est peut-être la console Sega qui a le mieux marché. C'est le cas, ouais. Et elle le mérite, mais c'est toute l'aurait mérité. Mais voilà, c'est un bel objet, c'est une belle machine. C'est vraiment c'est une super chouette console. Je suis contente qu'elle ait enfin un petit revival comme ça. Sylvain? c'est pareil, moi, c'est ce qui m'a vraiment fait démarrer dans la console, en fait, parce qu'avant, j'étais plus sur les micros de l'époque, Amstrad et autres, mais c'est vraiment ce qui m'a fait rentrer dans la console de salon, on va dire, ça reste une très bonne machine, ouais. Ben, un dernier mot sur la Mega Drive? Moi, c'est la console qui m'a donné envie d'avoir plusieurs consoles à la maison, parce que, comme on disait, c'était pas les mêmes jeux, et il y avait une vraie concurrence, et ça a permis, je pense, des deux côtés d'avoir des jeux extraordinaires, et je pense que c'est quelque chose qui me marque vraiment et qu'on a moins trouvé par la suite, parce qu'après, les jeux, on les retrouve un peu sur toutes les machines, finalement. Là, c'est vrai qu'on avait vraiment une concurrence dynamique. C'est ces souvenirs-là que je garde, et pareil, une console mythique. Pour moi aussi, hein, encore une fois, hein, je me retrouve dans toutes vos paroles, sauf que moi, c'était la Super Nintendo, ma console de cœur. Personne n'est parfait. Voilà, mais pour moi, la Mega Drive, ça marque la fin d'une ère, en fait. La fin de la Mega Drive, c'est la fin d'une ère qu'on a énormément aimé, en fait, cette période où il y avait quelque chose de différent. Il y avait encore beaucoup de magie et beaucoup peut-être de liberté. Voilà, c'est ce que je dirais. Beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup, mes amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée aussi, mais sur nos antennes. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans la légende sur Click TV.